Donc, bien bonjour à tous, bienvenue à notre 20e capsule. Aujourd'hui, nous faisons mention et nous allons nous inscrire en fait dans la découverte de la plus grande victoire militaire de la Nouvelle-France, en fait, qui s'est trouvée à être aux environs du fort Carillon. Donc, le fort Carillon maintenant est installé dans l'État de New York. Donc, maintenant, c'est l'endroit du fort Ticonderoga. Mais on verra ça plus en détail plus tard. Mais pour l'instant, voyons voir ce qu'il en est. Donc, tout d'abord, une mise en contexte est nécessaire pour être capable de s'assurer de savoir où nous en sommes. Donc, ça se trouve en fait à être le début de la guerre de 7 ans qui est officiellement déclenchée le 29 août 1756 au moment de l'invention de Frédéric II de Prusse qui attaque en fait l'électorat de Saxe. Donc, il y avait à ce moment-là, pour la guerre de 7 ans, une rivalité entre le royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche pour une région qui s'appelle la Silésie. Et ça va justement être une partie du conflit qui va s'expliquer de ça. Donc, à ce moment-là, la Prusse est alliée à la Grande-Bretagne et la France est alliée à l'Autriche. Mais les colonies avaient déjà commencé avant. Actuellement, on est toujours dans l'idée que les métropoles commencent à faire la guerre, puis après ça, les colonies suivent. Mais là, à l'inverse, les colonies avaient déjà commencé à combattre donc le 17 mai. Donc, c'est quand même 3 mois avant. Donc, il y avait déjà eu de la baston auparavant. Et au moment de la guerre, en fait, la Nouvelle-France va décider de passer à l'offensive sur les frontières des 13 colonies et va rencontrer plusieurs succès militaires successifs dans les premiers temps de la guerre. Donc, j'en ai énoncé quelques-uns ici pour qu'on soit capable de les suivre, à savoir la bataille du fort Oswego, la prise du fort William Henry et finalement, plus tard, 2 ans plus tard, ça va être le succès, en fait, de la bataille de Carillon, donc le 8 juillet 1858. Donc, au départ, c'était principalement des victoires de la Nouvelle-France et on va voir justement la plus grande d'entre elles. Donc, accrochez-vous bien, on en a pas mal à couvrir et surtout être capable de voir à quel point que c'est super. Donc, les forces en présence. On se retrouve avec des forces en présence ici qui varient à peu près de 3500 hommes du côté français ou de la Nouvelle-France. Donc, on a à peu près 3000 soldats réguliers qui viennent de la France. Donc, tu sais, les beaux soldats qui se mettent en ligne puis qui se tiraient dessus, là. Donc, ces 3000-là. Et il y avait 500 membres de quelques compagnies de la marine. Ça, les compagnies de la marine, en fait, c'est juste pour dire que ce sont des soldats, mais canadiens, donc qui sont du Canada. Et évidemment, on répète à l'époque que Canada voulait dire la province de Nouvelle-France, donc d'Amérique. Et c'est pour ça que je les appelle Canadiens, c'est que là, on avait une représentation de ce que c'était le véritable Canada à l'époque. Donc, on a des compagnies de la marine qui sont présentes, des miliciens et une quinzaine d'alliés autochtones. Donc, on se rappelle toujours que les Autochtones sont sensiblement souvent avec les miliciens parce que ils combattent ensemble et ils s'entendent très bien de ce côté-là. Donc, ces troupes-là sont sous le commandement de Louis-Joseph de Montcalm. Et ils vont affronter 15 000 hommes, donc environ 6 000 soldats et 9 000 miliciens. Et ça va être commandé par le général anglais James Abercrombie. Donc, comme on voit, à cette bataille-là, les troupes sont disproportionnées. Donc, on a à peine 3500 personnes du côté de la Nouvelle-France et à l'inverse, on a 15 000 soldats du côté anglais. Et le général anglais, pour l'époque, possède la plus grande armée jamais rassemblée en Amérique, assurément du Nord. Donc, en Amérique du Nord, il n'y a jamais eu une armée aussi imposante qui a été rassemblée et il décide de marcher sur la Nouvelle-France et de se diriger pour aller mettre le siège à Québec. Mais évidemment, il y a des forts français dans la région et il va devoir passer par le fort Carillon, où on va justement avoir l'action. Il est considéré comme un homme d'action en plus de ça. Il va souvent critiquer les autres officiers et leur manque de combativité. Donc lui, il est
typiquement un général offensif. Donc, Abercrombie, lui, son objectif, c'est de foncer dans le tas et il considère que l'action est mieux à juste rester là paisiblement. Donc, on se retrouve avec tout d'abord une première escarmouche avant le combat de Carillon. Donc, comme on le sait, militairement, on a souvent des fois des sorties qui sont faites ou une petite troupe qui va aller voir quel dommage qu'elle peut faire à l'autre armée, bref, etc. Et on peut avoir cette idée-là de ce moment. Donc, le 5 juillet, la présence de l'armée anglaise va être signalée par les sentinelles et pas les explorateurs, mais les éclaireurs de l'armée française, qui va être signalée sur le bord du lac Saint-Sacrement. Ça, c'est un des lacs qui est proche du fort. T'sais, on se rappelle qu'il y a 15 000 hommes à cet endroit-là, ce qui veut dire qu'il y a environ 1000 embarcations qui vont occuper le lac sur des kilomètres. Donc, vous pouvez vous imaginer, là, vous êtes l'éclaireur là, pour la Nouvelle-France, là, ou votre groupe d'éclaireurs, des volontaires qui sont allés voir, puis vous voyez ça, là, il y a des embarcations, là, tu vois ça, là, tout le lac est plein, là, puis ça s'en vient là, tranquillement, là, donc l'armée est en mouvement. Eh bien, le commandement français va décider d'envoyer 400 hommes pour décider, en fait, voir s'ils sont capables d'aller faire un grabuge quelconque ou voir s'il n'y a pas une action possible pour profiter d'une opportunité qui pourrait se présenter. Eh bien, il y en a une qui va se présenter. Ils vont tomber sur une cohorte anglaise et il va y avoir une escarmouche qui va éclater. Donc, évidemment, ce n'est pas le gros des forces en présence des deux côtés, mais c'est la cohorte et le groupe de 400 vont commencer à se tirer dessus. Le résultat va être en fait que il va y avoir en fait George O, qui est le commandement en second pour les Britanniques, il va mourir donc du fait de cette escarmouche-là. Et le commandement anglais va décider en fait de prendre une pause, de dire ok, non, attends, là, est-ce qu'on a. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Donc, les préparatifs vont ralentir pendant 24 heures. Ça, on va le voir pour l'avenir, ça va être quelque chose qui va amener les troupes de Montcalm à avoir un répit supplémentaire qui va leur permettre de préparer la défense et leur plan. C'est quoi ce plan? Eh bien, nous allons le voir à l'instant. Donc, la préparation. Qu'est-ce qu'on se retrouve? Montcalm consulte ses officiers et en fait, il choisit de ne pas combattre dans le fort. Donc, s'il n'y a pas une ironie plus forte que celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'ils vont se rendre compte que le fort, c'est pas la meilleure position à défendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on va trouver une meilleure position. Donc, il y a un plateau qui est à peu près à 1 km de là, du fort, vers l'est, et qui est vers l'ouest et qui protège plus facilement parce qu'il est surélevé. Donc, ils vont être capables de mettre une meilleure défense qu'au fort en particulier. Donc, ils vont couper des centaines d'arbres et ils vont former des abattis. Donc, ce qui veut dire que ce sont des remparts de bois. Donc, ils vont creuser des tranchées pour être capables de mettre les abattis, les accumuler au-dessus. Il va y avoir des branches qui vont être cassées en avant, donc qui vont servir de barbelés, donc pour s'assurer que les troupes anglaises qui vont s'en venir vont avoir un obstacle de plus et qui va beaucoup les ralentir. Donc, essayer de mettre le plus possible de choses pour ralentir les troupes adverses. Il y a aussi un moment donné où est-ce que la construction va être terminée, ou du moins va être au plus avancé, il va y avoir en fait 500 mètres de long d'abattis, donc d'arbres couchés sur le côté, avec les pics, comme je vous le disais, de branches et de rebuts et tout ça pour bloquer l'avancée anglaise. Et ça va être d'une hauteur de 2,4 mètres de haut. Donc, une défense qui sensiblement a quand même pas pire d'allure, considérant le temps qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu à peine 24 heures. Et il va y avoir après ça une arrivée de troupes de 400 hommes, principalement des Canadiens, qui vont arriver à ce moment-là avec le chevalier de Lévis. Donc, il y a des miliciens, des colons qui arrivent. Donc, ils sont présents, Lévis est présent. Donc, ici, une petite représentation, car il y a eu, en fait, pour célébrer 58... Il y a eu aux États-Unis une reconstruction en fait qui a été faite pour célébrer
le 250e ou quelque chose de ce style-là en termes d'anniversaire. Donc, aux États-Unis, ils s'en souviennent plus que nous de la bataille du Fort Carillon. Donc, ils ont fait une reconstruction pour célébrer justement l'anniversaire de cette bataille mythique qui a beaucoup frappé l'imaginaire à l'époque. On va reparler de ça, mais ils ont fait une reconstruction, puis ça, c'est une des images justement de ça. Donc, très intéressant sur ce sujet-là. Donc, évidemment, je parle de stratégie, de positionnement et tout, il faut bien y ajouter une carte. Donc ça, en fait, on voit ici la colline que je vous parlais avec les abattis tout le tour qui rejoint la rivière. Donc la rivière Chute. Beau nom. Puis après ça, on a le lac Champlain ici. Puis on voit que le fort Carillon est présent juste là. Là, vous voyez, c'est à peu près environ à 1 km qu'ils ont décidé de prendre le fort. Donc, la défense ici va se faire. On voit les troupes qui sont placées, positionnées. Donc, c'est drôle qu'on parle de la bataille du fort Carillon, alors que le fort, on voit, il est quand même loin du champ de bataille. Donc, le général anglais pensait lancer la bataille en fait à 13h parce qu'évidemment, ils ont le nombre et ils vont essayer d'attaquer la place forte. Le général anglais va considérer en fait un rapport d'un gars qui s'appelle Clark puis qui dit que la colline va être facilement prenable. Donc, les Anglais devraient pas avoir de difficulté à prendre d'assaut la position et rendu là, il dit pas bon d'installer mon artillerie, ça va le faire. Mais il y a un autre problème qui va se présenter. Les troupes anglaises avaient commencé à attaquer, donc les éclaireurs de Montcalm. Au moment de ça, il va y avoir le régiment de New York, donc qui est en fait des miliciens, qui vont commencer à déclencher la première attaque sur les remparts. Le général anglais, il y a un autre officier qui va faire croire ou qui va croire ou comprendre que les forces des défenses commencent déjà à flancher du côté des défenseurs. Donc, il va pas attendre l'ordre du général Abercrombie, puis il va juste décider de faire avancer ses troupes comme ça. Donc là, lui, il est avec ses troupes régulières, ok, on se place, c'est un peu tout croche, on commence à avancer, ça se met en position, grosso modo, puis ça avance. Puis, il faut préciser que les Canadiens vont, donc les colons et les troupes de la marine vont principalement être positionnés au sud et au nord de la défense. Donc, ça va nous donner une idée de où est-ce qu'ils sont. Lui, Montcalm étant un Européen, considère que les troupes, lui, il a plus confiance aux troupes qui viennent de France que celles qui viennent d'Amérique et les Canadiens. Donc, bref, ça c'est tous les généraux européens qui vont penser ça, mais il veut mettre ses régiments dans le centre. Donc, on va expliquer maintenant ce qui se passe à la première vague. Donc, on parle justement de ces troupes qui commencent à attaquer sans l'aide du général, donc à 12h30. Donc, c'est une demi-heure avant, officiellement, l'attaque, comment ce qui était pensé. Donc, il faut imaginer que la première vague commence à avancer. Elle avance tranquillement. Puis là, oubliez pas, il y a ces troncs-là avec ces branches-là qui traînent comme ça, ces rebuts. Donc, les troupes commencent à avancer là-dedans. Donc, tasser les branches, rentrer. Ils ne voient pas grand-chose, tu sais. Puis là, t'entends un cornemuse en arrière qui joue parce que souvent, c'est ça qui accompagnait l'armée anglaise. Donc, les sons des cornemuses, ça avance lentement, c'est difficile. Il y a des branches partout, puis il y en a qui piquent. Donc, on avance tranquillement. Mais, il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe, là? On avance, mais il n'y a rien. On voit juste des branches et tout. Et c'est parce que, en fait, les troupes de défense attendaient l'ordre de tirer. Parce qu'on va attendre qu'ils se rapprochent, voyons, on va être plus efficace avec nos tirs. Et tout d'un coup, quand l'ordre se fait donner, un déluge tombe sur la première vague. Il y a une pluie de plomb de 3000 fusils qui s'abat sur eux autres. Donc, vous pouvez imaginer que dans ces circonstances, la première vague va être complètement décimée. Donc, ils vont en fait se retrouver à avoir une stratégie au niveau des défenseurs où ils vont prendre les meilleurs tireurs qu'ils vont prendre sur la première ligne et c'est eux qui vont tirer.
Et les deux autres rangées en arrière d'eux autres, donc la 2 et la 3, parce que c'était souvent comme ça que se positionnaient les troupes, donc en 3 lignes. Mais les deux autres rangées en arrière vont recharger les armes et on les envoyer en avant. Donc, encore là, au meilleur tireur du groupe. Ce qui va faire que c'est une cadence de feu qui est complètement dévastatrice. Donc, on se retrouve à avoir un feu qui est nourri et vous voyez les troupes qui viennent de franchir les branches, toutes ces feuilles-là et tout, puis tout d'un coup se font canarder sans bon sens. Puis là, c'est-il de reculer là et tout, donc ces pics-là partout. Bref, vous voyez, c'est une stratégie qui fonctionne très bien et qui est très efficace. C'est sans surprise que la première vague est complètement repoussée, c'est facile, écoutez, ça a plu, ça a pas eu de bon sens, comment est-ce que ça a été simple. Et là, on va continuer à aller plus de qu'est-ce qui se passe dans la bataille. Donc, évidemment, j'ai remis une carte pour être capable de suivre ce qu'il y en est. Donc, les vagues vont continuer à se succéder. On se rappelle que le général a eu le rapport que ça serait facile à prendre. Donc, il se dit, ben, on lâchera pas. La pression va faire que le fort, ou du moins la position française, va finir par tomber. Et ils vont attaquer sans relâche. Donc, ils renvoient des vagues et tout. Mais, jusqu'à maintenant, ils sont toujours repoussés. Il ne semble pas avoir un succès qui va arriver. Mais évidemment, le général ne va pas juste dire « Ah, on attaque, puis on ne fait rien d'autre. » Ils vont quand même essayer de faire passer des batchs, donc des bateaux sur la rivière. Donc ici, on va voir, ils vont essayer de faire transverser ça avec de l'artillerie et des troupes pour essayer de prendre à revers les positions. Mais le fort Carillon est à portée de canon de cette armée-là qui essaie de se déplacer sur l'eau. Et les colonistes ici vont les accueillir comme il se doit. Donc, tir d'artillerie du fort Carillon et les colons vont tirer de ce côté-là. Ce qui veut dire que le fort aura finalement joué un rôle qui aura été de couler deux barges de la troupe qui a essayé ici de prendre à revers les troupes de la Nouvelle-France. Donc, les Canadiens ici vont les accueillir comme il se doit. Fort Carillon, l'artillerie va cracher et finalement, ça va être en fait une autre bataille qui va être bien réussie et deux barges vont couler. Donc, on voit que ça ne fonctionne pas pour l'instant pour le général anglais. Est-ce qu'il y a possibilité que ça fonctionne? Ça, nous verrons cela. Donc, on s'imagine que la bataille fait rage depuis midi et demi. Il y a une dernière tentative qui va être faite à 17h. Donc, il se trouve qu'il y a deux colonnes du régiment écossais qui étaient censées être en réserve, mais qui ont demandé de participer à la bataille. En fait, vont voir, ils vont mettre l'effort pour essayer de finalement briser cette ligne. Donc, de défense qui pour l'instant, était inébranlable. Donc, les deux colonnes du régiment écossais, le 42e, vont en fait faire une brèche dans la défense où se tient Montcalm avec ses troupes. Donc, on se souvient, j'avais dit que les troupes de Montcalm étaient au milieu, celui qui commandait directement, et que Lévis contrôlait une section, puis il y en a un autre qui contrôle une autre section. Mais, les troupes, où est-ce que Montcalm commande directement, sont en train de lâcher. Donc, il va y avoir des grenadiers, à peu près une cinquantaine qui vont arriver en renfort pour repousser les Highlanders. Donc, ça va être évidemment les déborder parce que le renfort de troupes va faire que c'est à l'avantage de la défense, donc des troupes de la Nouvelle-France. Ce qui va faire qu'eux autres, mais malgré le fait qu'ils ont fait une brèche, ils sont pas capables de en avoir avantage. Donc, à 19h30, ce qui est quand même 7 heures plus tard, donc une bataille qui a duré pendant 7 heures, le général anglais va sonner la retraite et dans la hâte, en fait, ils vont abandonner du matériel, puis ils vont ramasser leurs blessés tant bien que mal, mais il y en a certains qui vont rester encore en arrière. Donc, bref, c'est tout croche, là, ça va vite et tout, mais le pourquoi que c'était tout croche, en fait, c'est parce que ils paniquent, parce qu'il y a des rumeurs qui courent, que les Français arrivent par le bois pour aller leur foutre une volée, donc eux autres, non, on reste pas ici, on va se faire massacrer ben raide, on dégage, donc eux autres veulent foutre le camp.
Et en fait, la rumeur aura été accentuée par le fait qu'il y a une sortie des Canadiens, donc les Canadiens qui étaient commandés par Lévis, qui va juste décider de faire une sortie vers la fin. Donc, quand les Highlanders sont en train de grimper et tout, Lévis va avoir une opportunité, il va dire « à moi, Canadien », il va sortir avec ses troupes. Et là, les Canadiens vont commencer à leur tirer ça dans le flanc et tout. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va les faire complètement paniquer. Ils vont même prendre des prisonniers. Bref, c'est une victoire sans précédent. Puis, on va le voir avec les nombres. Donc, du côté de la Nouvelle-France, les pertes, en fait, vont se retrouver à 104 morts et 273 blessés. Donc, environ, on a quasiment 400 personnes sur les 3500 qui soit sont mortes ou soit sont blessées. Du côté anglais, il y a 537 morts et 1356 blessés ainsi que 77 disparus. Donc, on se retrouve à peu près à quasiment, on a un bon 2000 là, presque personnes là, qui ont été soit fauchées ou tout simplement blessées. Donc, c'est une grande victoire militaire et surtout, c'est quelque chose qui est décisif. C'est pas une bataille que t'es pas certain de ce qui s'est passé, c'était tout à l'avantage de la Nouvelle-France de ce côté-là. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que on va, voyons, revient, merci. Donc, on se retrouve avec une situation où même le général anglais va être critiqué énormément pour cette défaite parce que c'est une grosse défaite. Donc, lui, il va mettre la faute sur le gars qui avait fait le rapport que ça serait facile à prendre. Et évidemment, beaucoup vont considérer que le général a fait beaucoup d'erreurs et que Montcalm a quand même été très, très efficace. Ça, oui et non, parce qu'on va le voir, il y a quelques décisions que je vais parler qui vont montrer que oui, mais non. Il y a des places qui auraient pu être encore plus efficaces. Mais il faut considérer à l'époque qu'il y a une grande rivalité, en fait, qui existe. Donc, on a Vaudreuil, qui est l'intendant, puis t'as Montcalm, que lui, il est le général des armées en Nouvelle-France. Et eux autres, en fait, ont évidemment deux conceptions de la réalité, parce qu'il y en a un, puis Vaudreuil, il est né ici, donc au Québec. C'est un Canadien à cette époque-là. Donc, il est né dans la province du Canada de la Nouvelle-France. Donc, pour lui, évidemment, il connaît plus le terrain, surtout les gens qui se battent pour. Montcalm, c'est un Français. Donc, ils vont se contester, en fait, qui a été le plus important dans la bataille, les Canadiens ou les Français? Donc, ça, évidemment, il fallait que j'en parle, parce que ça reste quand même assez important. Puis là, il y a aussi la section de dire les gens, « Ouais, mais là, il a juste perdu 2000 hommes, c'est pas grave, ça. » Ben, en fait, il faut s'imaginer qu'environ 15% de tes 15 000 hommes sont fauchés. Tu n'as absolument aucun résultat en une seule bataille. C'est beaucoup de ton effectif. À considérer qu'une des troupes d'élite, qui était les Highlanders, le 42e régiment, donc le Black Watch, en fait, était... son effectif a été coupé de moitié. Donc, c'est ce genre de choses-là que tu ne peux pas faire pendant une bataille. Tu ne peux pas perdre déjà un grand nombre de personnes sans avoir eu aucun avantage à ça, de un, et de deux, que tes troupes d'élite soient fauchées à moitié. Donc ça, c'est absolument intolérable et surtout très difficile de remporter après ça des batailles. Et surtout en plus que tu avais affronté une armée qui est à peu près quasiment 5 fois moins grosse que la tienne, ça fait mal paraître beaucoup en termes de stratégie. Et évidemment, ça serait le genre de bataille qui termine rapidement une guerre. Tu peux pas perdre autant comme ça, sinon tu pourras plus combattre. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Et là, on revient sur le principe de qu'est-ce qui se passe à Fort-Carillon. Donc, on va replacer ici. Je suis en haut. Donc, on se retrouve en fait à voir que les Canadiens sont au nord et au sud. Donc, la section ici, on la voit pas. Donc, là, au nord et au sud principalement. Donc, après les sources, Montcalm, en fait, n'arrêtait pas d'envoyer des hommes pour aller s'assurer de voir si le nord et le sud, en fait, étaient des positions qui étaient sur le point de lâcher. Donc, il ne faisait pas confiance aux Canadiens à cette époque-là. Et on va voir plus tard, ça va avoir des effets dévastateurs sur sa campagne. Mais bon, ça, on n'est pas encore rendu là. On se concentre sur Fort-Carillon.
Mais souvent, ils disaient, non, non, on n'a pas besoin d'aide, c'est pas ici que ça se passe, l'aide. Nous autres, on gère très bien nos trucs. Et on va pas oublier que les Highlanders ont attaqué où? Dans le centre, où Montcalm dirigeait ses propres troupes. Donc, c'est lui qui avait le commandement de ces régiments-là. Et si c'était pas des 50 grenadiers qui étaient venus renforcer la ligne, on sait pas ce qui se serait nécessairement passé. Mais ce qui est ironique, justement, c'est que Montcalm, qui s'est dit, je vais mettre les Canadiens puis les troupes de la marine au nord puis au sud, moi, je garde le centre, on flanchera pas. Eux autres, ça se peut qu'ils flanchent, fait que je leur envoie toujours du monde voir si on veut de renfort. Mais au contraire, c'est le centre qui a flanché. Et dans les écrits de Montcalm, en fait, de sa campagne et tout, il va parler d'un tir d'une incroyable précision. Il va considérer la victoire un miracle. Quand on considère que la force, en fait, de la milice des Premières Nations et des troupes de la marine, donc des compagnies franches de la marine, c'est que eux ne vont pas faire les guerres comme à l'européenne, en ligne, puis ils vont attendre que les troupes avancent. Eux autres, leur but, ces troupes-là, ce n'est pas de bien tirer, c'est de tirer dans le tas. Donc, à l'inverse, les miliciens et tout sont habitués, eux autres, de devoir de devoir toucher la cible. Donc, ce qui va se passer, c'est que, principalement, les coups et les tirs précis des miliciens vont avoir, des troupes de la marine puis des Canadiens vont aussi, en fait, avoir beaucoup plus d'impact que les troupes régulières de l'armée française. Parce que, justement, comme je le disais, ils sont pas entraînés pour la précision du tir. Alors qu'à l'inverse, les guerres de guérilla, comme les miliciens, les troupes de la marine et les Canadiens font avec leurs alliés des Premières Nations, c'est tout dans l'importance de bien tirer. Donc, c'est une des grandes raisons pourquoi est-ce que la bataille du Fort Carillon va aussi bien se dérouler, c'est que les tirs sont très précis par les positions, justement, des Canadiens. Donc, puis on se rappelle que les Canadiens, il y en avait juste 400 sur les 3500. Donc, eux autres devaient être très précis dans leur tir et surtout avoir une bonne efficacité. Il y a même un général ou un aide de camp ou peu importe, un commandant français qui va critiquer les Canadiens et même essayer de faire croire qu'ils n'auront pas sorti au moment que Lévis aurait dit « à moi Canadien », il serait resté en arrière des arbres puis il aurait tiré, mais le Montcalm et un autre aurait écrit totalement l'inverse, qu'au moment qu'il leur a demandé de sortir, il était sorti de la tranchée et il était allé faire ce qu'il avait à faire. Donc, une très grande efficacité pour un petit nombre. Donc, l'efficacité est redoutable, et comme je le disais, Montcalm a de la misère à le donner, l'admettre, là, c'est difficile pour lui. Non, il se bat pas comme je l'aime, puis moi, je suis un général qui vient de France, où est-ce que le monde se tire dessus dans les rangées, mais il a quand même décrit dans ses mémoires que c'était très bien fait et que c'était efficace malgré tout. Donc, quand il n'est pas capable de le taire, c'est parce que c'était vraiment bien fait. Donc, ils n'ont jamais croulé sous la pression qui ont été exercées par les troupes françaises, les troupes anglaises sur leur position. Ils sont restés comme le marbre, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, leur tir touchait la cible et bref, on pouvait rien demander de plus. Et quand ils ont été demandés de sortir, quand Lévis leur a demandé, ils ont pris l'assaut de la 42e pour faire fuir toute l'armée, donc à ce moment-là. Et comme on a vu, la rumeur voulait que les troupes anglaises avaient cru comprendre qu'il y avait des Français qui s'en venaient et qu'elle allait les faucher dans les bois. Donc, eux autres ont décidé de foutre le camp, mais les Canadiens faisaient partie du contingent commandé par Lévis. Ce qui fait qu'on peut quand même arriver à certaines anecdotes. Donc, comme toute histoire, il y a toujours des anecdotes qui sont reliées à ça. Et on va être capable justement d'en voir quelques-unes. À savoir, tout d'abord, Lévis, quand il est sorti avec les Canadiens, a failli y passer. Donc, d'après ce qu'on a cru comprendre, et un témoignage de la scène, eh bien, il aurait fini avec 2 trous dans son chapeau. Donc, 2 trous de balles qui auraient passé. Puis, peut-être que Lévis aurait été, à ce moment-là, mais ça a bien été
pendant sa sortie. Donc, il était encore en vie, mais il a fini avec 2 trous dans son chapeau. Le 27 juillet, en fait, 1759, le fort est détruit et la garnison va être retirée pour aller défendre Québec. Donc, ils vont décider de laisser ça tomber, puis on détruit le fort. Souvent, c'est comme ça. S'ils étaient pour abandonner quelque chose, ils le laissaient pas là. Ils le détruisaient pour être certain que si tout d'un coup il y avait à revenir, ben les troupes adverses auraient eu à le reconstruire. Bref, on leur donne pas des cadeaux. On leur laisse pas des trucs. Donc, Amherst, en fait, va reprendre l'endroit. Et il va reconstruire le fort sous le nom du fort Ticonderoga. Donc, en iroquois, qui veut dire la place entre 2 grandes eaux. Donc, on l'a vu, il y avait une rivière, puis il y avait le lac Champlain. Donc, c'est considéré justement 2 grandes eaux. Et après la victoire, en fait, parce que cette victoire-là a frappé l'imaginaire à l'époque, ça va rester une place, c'est vraiment là, difficile à prendre, une position exceptionnelle. Puis, vous allez le voir, même Washington, il l'a réellement passé. Donc, on parle de George Washington, le général en chef des armées coloniales pendant la guerre de la Révolution des États-Unis, va considérer que même s'il n'a jamais vu le fort, sa réputation, c'est d'être imprenable. Donc, le fort Carillon, à ce moment-là, Ticonderoga, est imprenable. Donc, il nous faut ce fort, il nous faut cette position. Donc, évidemment, il va envoyer du monde pour protéger le fort. Mais Anthony Wayne, en fait, qui va être envoyé là, va considérer que c'est pas une bonne idée, en fait, mais pas du tout. Ça sera pas possible de le tenir sans au prix d'une énorme quantité de sang. Donc, littéralement dit, tu vas perdre du monde en bébite à aller défendre ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, fais pas ça, c'est une mauvaise idée, tu vas tout faire claquer tes troupes. Ce qui va aussi nous amener que les révoltés des États-Unis qui vont être installés là, ben, ils vont être battus facilement par les Britanniques. Donc, ça marche pas tant que ça, finalement. Et on l'a vu, même les généraux, Montcalm et ses officiers ont dit non, c'est une position de bouette, on fait pas ça. C'est pour ça qu'ils ont été le défendre sur la colline que je vous parlais. Et finalement, dernière anecdote, il y aura en fait le drapeau du Québec qui aurait pu être en partie ou basé sur une bannière qui s'appelait la bannière de Carillon, donc qui aurait été utilisée. Donc, ça aurait pu être une possibilité. Donc, est-ce que c'est à 100% certain? Non, mais la bannière de Carillon, par exemple, si vous suivez la vidéo que j'ai fait sur le drapeau du Québec, ben j'en parle un peu dans cette section-là, et effectivement, elle ressemble au drapeau du Québec actuel. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'avais pas autant de détails. J'avais juste entendu parler qu'au début, la Nouvelle-France avait eu quand même plusieurs succès militaires, mais je ne pensais pas qu'une bataille de cette envergure-là avait été disputée et avec un résultat aussi décisif. Donc, comme je vous dis que les États-Unis célèbrent et ont fait une reconstruction de la bataille, ils connaissent la bataille plus que nous. Pourtant, moi je trouve que les troupes coloniales, donc la milice, l'armée de la marine, puis les miliciens ont très bien fait. Donc c'était un petit peu aussi dans l'idée de se dire que c'était pas nécessairement juste les Français à cette époque-là qui étaient capables de mener des guerres sur le champ de bataille. D'ailleurs, au moment qu'on s'est rendu compte que Montcalm faisait de plus en plus confiance uniquement aux troupes de France qui se battaient à l'européenne et non pas comme on le faisait en Amérique, ben ça s'est mis à être de plus en plus difficile et les défaites ont commencé à succéder. Donc, avec une analyse plus profonde, on se rend compte en fait que Montcalm aurait dû beaucoup mieux utiliser les troupes coloniales comme elles savaient se battre. Mais ça, les généraux, même anglais, avaient de la difficulté à laisser les personnes qui pourtant étaient nées à cet endroit et qui savaient comment combattre, le faire à leur façon. Et, comme on peut le voir, et pourtant, ça aurait été donc utile qu'elle puisse permettre à la milice, les troupes franches de la marine et les Canadiens de combattre de la façon qu'ils savaient, parce que
très souvent, il y a eu peu de renforts de la France et pourtant, le Québec n'est jamais tombé à cette époque-là. Montréal n'était jamais tombé, il y avait pas... C'était principalement les Canadiens qui menaient l'offensive sur les colonies anglaises, puis il y avait des tentatives qui ont été faites et pourtant, on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. Mais là, tout d'un coup, c'est les plaines d'Abraham, ça va être une autre histoire. Donc, je crois qu'il y aurait eu une possibilité de mieux faire les choses. Donc, merci encore d'être présent quand je vous le dis. Donc, si vous avez apprécié, si vous avez vu, n'oubliez pas, assurez-vous de vous abonner, d'aimer cette vidéo-là, de la commenter si vous voulez, donc rajouter des détails. C'est sûr qu'on va parler des autres batailles qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y a eu une victoire française, c'est certain, parce que ça vaut quand même la peine de considérer qu'il y en a eu plusieurs qui ont été, comme je vous le dis, des victoires au départ de la guerre de 7 ans. Et puis s'assurer justement de pas juste se faire dire qu'on s'est fait annexer super facilement, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, comme je l'ai dit, Montcalm aurait dû utiliser ses troupes autrement. Donc, Henri qu'il a eu une espèce de dégoût à utiliser plus les Canadiens puis les Premières Nations parce que ça aurait été beaucoup plus avantageux de ce côté-là. Donc, la fin de semaine prochaine, je vais peut-être être capable de faire quelque chose. Là, ça reste quand même la fin de semaine des fêtes, donc on va essayer. On va essayer de voir si je peux pas trouver un sujet qui pourrait bien se faire et tout. Et puis, j'espère être en arriver à la possibilité de compléter ça. Donc, je vous souhaite une agréable semaine. Si je vous revois pas d'ici là, passez de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine. Ciao!